Les collines dorées de Saint-Florent-sur-Cher étendaient à perte de vue sous le soleil déclinant d'octobre. Dans cette campagne oubliée du centre de la France, où le temps semblait se écouler au rythme des saisons, vivait Luc Moreau, un homme de 58 ans dont l'existence était réduite aux gestes simples du quotidien. Depuis des années, il cultivait ses légumes, soignait ses poules et rendait de menus services aux habitants du village, sans jamais chercher à rompre la solitude qui l'habitait comme une seconde peau. Ce mardi-là, Luc revenait de sa visite hebdomadaire au marché de Saint-Florent. Son panier contenait quelques provisions essentielles: du pain, du sel, un morceau de fromage de chèvre. Il avait pris l'habitude de rentrer par les chemins de traverse, évitant la route principale où passaient parfois les voitures trop pressées des citadins. Le sentier qu'il empruntait longeait l'ancien dépôt municipal, un endroit délaissé où s'accumulaient les détritus que personne ne venait plus ramasser depuis que la commune avait réduit ses services. L'air portait cette odeur particulière de l'automne naissant, mélange de terre humide et de feuilles mortes. Luc marchait d'un pas régulier, ses pensées vagabondant entre les travaux à terminer avant l'hiver et la récolte tardive de ses courges. C'est alors qu'un mouvement inhabituel attira son regard vers le tas d'ordures qui bordait le chemin. Au début, il crut voir un animal blessé, puis ses yeux s'ajustèrent et la réalité le frappa comme un coup de poing. Une femme gisait là, inconsciente, recroquevillée contre un amas de sacs plastiques éventrés. Ses vêtements étaient déchirés, souillés de terre et de sang séché. Ses cheveux châtains, emmêlés de brindilles et de poussière, cachaient partiellement un visage marqué des écorchures. Elle respirait faiblement, mais régulièrement. Luc s'agenouilla près d'elle, son cœur battant plus fort qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Qui était cette femme? Que lui était-il arrivé? Comment avait-elle atterri dans ce lieu abandonné de tous? Sans hésiter davantage, Luc glissa ses bras sous le corps inerte et la souleva avec précaution. Elle était plus légère qu'il ne s'y attendait, comme si la vie l'avait quittée en partie. Ses paupières fermées frémissaient parfois, signe qu'elle n'avait pas sombré dans un sommeil définitif. Tandis qu'il la portait vers sa maison, Luc sentit une émotion qu'il avait cru disparue à jamais. Le besoin impérieux de protéger quelqu'un d'autre que lui-même. La demeure de Luc, modeste construction de pierre grise aux volets délavés, apparut au détour du chemin. Il poussa la porte de son épaule et déposa délicatement l'inconnu sur le vieux canapé du salon. Dans la pénombre de la pièce, elle semblait encore plus fragile, plus vulnérable. Luc alluma la lampe et put mieux distinguer ses traits. C était une femme d'une trentaine d'années, au visage fin malgré les marques de violence qui l'entouraient. Il y avait quelque chose de noble dans ses traits, comme si elle appartenait à un monde différent du sien. Méthodiquement, Luc commença à s'occuper d'elle. Il fit chauffer de l'eau, chercha des linges propres, nettoya avec une infinie douceur les plaies qui marquaient ses bras et son visage. Chaque geste était empreint d'un respect instinctif, d'une attention qu'il n'avait plus accordée à personne depuis la disparition de sa mère, 10 ans plus tôt. Il ne se posait pas de questions sur l'opportunité de ce qu'il faisait. Son instinct lui dictait de soigner, de réparer, de redonner vie. Quand il eut terminé, Luc s'assit dans son fauteuil et contempla cette étrangère qui avait surgi dans son existence ordonnée. La maison, habituée au silence de ses pas solitaires, semblait soudain habitée d'une présence nouvelle. Le tic-tac de l'horloge murale paraissait plus fort, plus vivant. Dehors, le vent d'automne agitait les branches du vieux tilleul qui ombrageait la cour, créant un balai d'ombre sur les murs. Les heures passèrent ainsi, Luc montant la garde près de l'inconnu. Il lui fit boire quelques gorgées d'eau tiède quand elle sembla reprendre conscience par moments, murmurant des mots incompréhensibles dans son demi-sommeil. Vers minuit, épuisé par cette journée inhabituelle, il monta se coucher dans sa chambre, laissant la porte ouverte pour pouvoir l'entendre si elle avait besoin de lui. Le lendemain matin, quand les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux défraîchis, Luc descendit avec une appréhension qu'il ne s'expliquait pas. Et si elle était partie pendant la nuit?
Et si tout cela n'avait été qu'un rêve étrange? Mais non, elle était toujours là, assise maintenant sur le bord du canapé, les yeux ouverts, fixant ses mains posées sur ses genoux. Quand elle leva les yeux vers lui, Luc fut frappé par leur couleur d'un bleu profond, presque violet, et par la mélancolie infinie qu'ils exprimaient. Elle le regarda longuement, comme si elle cherchait à comprendre où elle se trouvait et qui était cet homme qui l'avait secourue. Puis, d'une voix rauque mais distincte, elle prononça un seul mot qui allait changer le cours de leurs deux existences. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre « j'aime ». Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Merci, murmura-t-elle. Et ce simple mot résonna dans le silence matinal comme une mélodie oubliée depuis longtemps dans cette maison solitaire. Luc hocha la tête, troublé par l'émotion que ce remerciement faisait naître en lui. Il y avait des années qu'il n'avait pas ressenti cette satisfaction profonde qui vient du fait d'avoir aidé quelqu'un. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il doucement, s'approchant avec la prudence qu'on réserve aux oiseaux blessés. Elle porta la main à son front, grimaçant légèrement à cause de la douleur qui devait encore marteler ses tempes. Ses cheveux, maintenant partiellement démêlés, encadraient un visage où la beauté naturelle perçait malgré les marques de violence. « J'ai mal partout, mais je suis vivante », répondit-elle après un long silence. Sa voix portait un accent léger, presque imperceptible, qui intriguait Luc. Ce « N » n'était pas exactement l'accent du Berry, ni celui de Paris. Il y avait quelque chose de plus lointain, de plus mystérieux dans sa façon de prononcer certaines consonnes. Luc disparut dans la cuisine et revint avec un bol de café au lait tiède et une tartine beurrée. « Il faut que vous repreniez des forces », dit-il en posant le plateau improvisé sur la table basse devant elle. Elle regarda la nourriture avec une expression étrange, comme si elle avait oublié que manger était un plaisir simple et accessible. « Je m'appelle Luc », déclara-t-il en s'asseyant dans son fauteuil habituel, à distance respectueuse. « Luc Moreau, et vous ?» La question flotta entre eux, chargée d'une tension palpable. La femme leva les yeux de son bol, hésita longuement, puis murmura « Élise. J'y étais Élise. » Cette hésitation dans sa propre identité troubla Luc plus que tout ce qu'il avait observé jusqu'alors. Comment peut-on douter de son propre nom? Que lui était-il arrivé pour qu'elle parle d'elle-même au passé, comme si la femme qu'elle avait été n'existait plus? Il ne posa pas ces questions. L'instinct lui disait qu'il était trop tôt, que la confiance se construirait avec le temps et la patience. « Élise » répéta-t-il simplement, comme pour ancrer ce nom dans la réalité de sa maison. « C'est un joli prénom. Ma grand-mère s'appelait ainsi. » Ce petit mensonge charitable sembla la réconforter. Ses épaules se détendirent légèrement et elle prit une première gorgée de café, fermant les yeux comme pour savourer cette normalité retrouvée. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une routine étrange mais apaisante. Élise dormait beaucoup, récupérant des forces que les événements, quels qu'ils fussent, lui avaient volées. Quand elle était éveillée, elle restait souvent silencieuse, assise près de la fenêtre qui donnait sur le jardin potager de Luc. Elle observait les rangées de légumes d'automne, les poireaux qui pointaient fièrement vers le ciel, les choux qui formaient des rosettes parfaites. Luc respectait ce silence. Il vaquait à ses occupations habituelles, soigner les poules, ramasser les œufs, préparer la terre pour l'hiver, mais avec une attention nouvelle à sa présence. Il parlait peu, mais ses gestes étaient empreints d'une délicatesse inhabituelle. Quand il préparait les repas, il prenait soin de choisir les légumes les plus beaux, de disposer harmonieusement les assiettes, comme s'il recevait une invitée de marque. Le 3e jour, Élise manifesta le désir de sortir. « Puis-je voir votre jardin ?» demanda-t-elle avec une timidité touchante. Luc acquiesça, ravi de cette première initiative. Ils sortirent ensemble, elle marchant lentement, encore fragile sur ses jambes. L'air frais d'octobre rosit ses joues et ranima l'éclat de ses yeux bleus. « Et vous cultivez des tournesols ?» remarqua-t-elle en s'approchant des tiges fanées qui bordaient la propriété. Les grandes fleurs avaient perdu leurs pétales dorés,
mais leur cœur sombre, lourd de graines, témoignait encore de leur splendeur passée. Ma grand-mère disait que les tournesols cherchent toujours la lumière, même dans les jours les plus sombres. Était la première confidence personnelle qu'elle livrait, et Luc l'a reçue comme un cadeau précieux. Elle avait raison, répondit-il. Chaque année, je replante des graines de ces fleurs-là. Elles reviennent toujours, plus belles qu'avant. Il ne put s'empêcher de penser que cette métaphore s'appliquait peut-être à Élise elle-même. Ils continuèrent leur promenade dans le jardin, Élise posant parfois des questions sur les légumes, leur cycle de croissance, les techniques de plantation. Luc découvrait qu'elle possédait des connaissances surprenantes en botanique, utilisant parfois des termes techniques qu'un simple amateur n'aurait pas connus. Qui était vraiment cette femme? D'où venait-elle? Quelle était sa véritable histoire? En fin d'après-midi, tandis qu'ils rentrèrent vers la maison, Luc remarqua qu'Élise portait au poignet un bracelet délicat qu'il n'avait pas vu auparavant. Le bijou semblait ancien, orné de petites pierres bleues qui accrochaient la lumière. Mais ce qui l'intrigua le plus, c'était la gravure qu'il aperçut furtivement sur la plaque de métal, un nom qui ne ressemblait pas du tout à Élise. Avant qu'il puisse mieux l'observer, elle rabattit discrètement sa manche comme si elle avait deviné son regard. Cette nuit-là, Luc eut du mal à trouver le sommeil. Les questions se bousculaient dans sa tête. Pourquoi cette femme cachait-elle son identité? Que fuyait-elle? Et surtout, combien de temps pourrait-elle rester ici? Dans cette parenthèse paisible, avant que son passé ne la rattrape? Car Luc sentait instinctivement que quelqu'un, quelque part, devait la chercher. On ne se retrouve pas inconsciente au bord d'une route par hasard et on ne change pas de nom sans raison. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Élise et la maison de Luc avait pris une toute autre dimension. Les matins résonnèrent maintenant du bruit de 2 tasses entrechoquées, de conversations murmurées autour de la table de la cuisine, de pas légers dans l'escalier de bois. Cette présence féminine transformait imperceptiblement chaque recoin de la demeure, comme si la lumière y pénétrait différemment. Élise avait retrouvé une partie de ses forces et participait désormais aux tâches quotidiennes. Elle avait une façon particulière de plier le linge, de disposer les fleurs sauvages dans un verre d'eau, de préparer le thé avec des gestes précis qui trahissaient une éducation raffinée. Luc l'observait parfois à la dérobée, intrigué par ces détails qui ne collèrent pas avec l'image d'une femme en détresse, trouvée au bord d'une route. Ce matin-là, ils avaient décidé de se rendre ensemble au marché de Saint-Florent. Élise avait accepté avec un enthousiasme prudent, comme si sortir de la propriété représentait à la fois une libération et un risque. Elle avait choisi de porter une robe simple que Luc avait trouvée dans les affaires de sa mère, soigneusement conservée dans l'armoire de la chambre d'amis. La robe, un peu large pour sa silhouette menue, lui donnait un air vulnérable qui serra le cœur de Luc. Sur la place du marché, l'animation habituelle battait son plein. Les marchands vantaient leurs produits. Les ménagères comparaient les prix. Les enfants couraient entre les étals. Luc salua quelques connaissances, présenta Élise comme une amie de passage, formule vague qui évitait les questions indiscrètes. La plupart des villageois se contentèrent d'un hochement de tête poli, habitués à la discrétion légendaire de Luc Moreau. Mais près du stand de fromage, une scène troublante se produisit. Madame Roussel, une veuve bavarde qui connaissait tout le monde à 20 kilomètres à la ronde, dévisagea longuement Élise avec une expression de surprise grandissante. « Mais n'êtes-vous pas... » commença-t-elle, avant de s'interrompre, le front plissé par la concentration. « Pardonnez-moi, vous me rappelez quelqu'un, une jeune femme qui... Non, ce n'est pas possible. » Élise devint livide. Sa main trembla légèrement en prenant le bras de Luc. « Nous devons partir, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Sans attendre de réponse, elle se dirigea vers la sortie du marché d'un pas rapide, laissant Luc perplexe et inquiet. Il la rattrapa près de la fontaine centrale où elle était arrêtée, haletante et visiblement bouleversée. « Élise, que se passe-t-il » demanda-t-il doucement. « Cette dame vous a reconnu ?» Elle secoua la tête avec véhémence, mais ses yeux disaient le contraire. «
Non, non, c'est juste que je n'aime pas les foules. Trop de regards, trop de questions. Sa voix manquait de conviction, et Luc sentit qu'elle lui mentait pour la première fois depuis son arrivée. Le trajet de retour se déroula dans un silence pesant. Élise regardait obstinément le paysage par la vitre de la vieille Renault de Luc, perdue dans des pensées qu'elle ne partageait pas. Une fois arrivée à la maison, elle prétexta une fatigue soudaine et monta se reposer dans sa chambre. Luc la regarda disparaître dans l'escalier avec un sentiment grandissant d'inquiétude. Cette nuit-là, un événement vint confirmer ses craintes. Vers 2 heures du matin, Luc fut réveillé par des murmures provenant de la chambre d'Élise. Il tendit l'oreille et distingua des mots dans une langue qu'il ne reconnut pas immédiatement. Ce « N » était ni de l'anglais ni de l'allemand, mais quelque chose de plus mélodieux, aux sonorités slaves peut-être. Élise semblait parler à quelqu'un au téléphone, d'une voix anxieuse et suppliante. Le lendemain matin, quand Luc descendit prendre son petit déjeuner, il trouva Élise déjà levée, préparant le café avec des gestes nerveux. Elle avait les traits tirés, les yeux cernés de quelqu'un qui n'a pas dormi. « Bonjour », dit-elle simplement, évitant son regard. « Le café sera prêt dans 1 minute ?» « Élise », commença Luc en s'asseyant à la table. « Je ne veux pas vous forcer à parler. Mais si vous avez des ennuis, si quelqu'un vous cherche, peut-être que je peux vous aider. » Elle se figea, la cafetière à la main, et Luc vit ses épaules se crisper. « Et personne ne me cherche, » répondit-elle d'une voix trop ferme pour être naturelle. « Je n'ai plus personne dans ma vie, plus personne. » Mais le facteur allait bientôt prouver le contraire. Vers 10 heures, M. Dubois frappa à la porte avec un sourire embarrassé. « Bonjour, Luc. J'ai quelque chose d'étrange pour toi. Une lettre sans nom d'expéditeur, juste une adresse. Ça arrive parfois, tu sais, les gens qui veulent rester discrets. » Il tendit une enveloppe blanche, épaisse, à l'adresse écrite d'une écriture élégante mais impersonnelle. Luc prit la lettre avec curiosité, mais avant qu'il puisse l'ouvrir, Élise apparut dans l'encadrement de la porte. Son visage se décomposa quand elle vit l'enveloppe. « Cette lettre, elle est pour moi », dit-elle d'une voix blanche. Le facteur la regarda avec étonnement. « Ah bon? Mais il n'y a aucun nom sur « enfin », si vous le dites. » Il repartit en hochant la tête, visiblement perplexe. Élise prit l'enveloppe de ses mains tremblantes et l'ouvrit sans attendre. Luc vit son visage pâlir davantage à mesure qu'elle lisait. Finalement, elle froissa la lettre et la jeta dans le âtre de la cheminée éteinte. « Qu'est-ce que c'est, était ?» demanda Luc, de plus en plus inquiet. « Rien d'important, » répondit-elle, mais sa voix tremblait. « Juste de la publicité. » Cependant, Luc avait eu le temps d'apercevoir quelques mots sur le papier avant qu'elle ne le détruise. Une phrase en français, tracée d'une écriture masculine et déterminée, « Tu ne peux pas te cacher éternellement ». Ces mots résonnaient encore dans sa tête, quand Élise remonta précipitamment dans sa chambre, prétextant un mal de tête. Désormais, Luc savait avec certitude que le passé d'Élise la rattrapait. Quelqu'un connaissait sa présence ici. Quelqu'un qui ne semblait pas disposé à la laisser en paix. La question qui le tourmentait maintenant était simple. Devait-il la protéger de cette menace inconnue, ou risquait-il lui-même de se retrouver en danger en l'aidant? Les jours qui suivirent la réception de cette mystérieuse lettre furent marqués par une tension palpable. Élise sursautait au moindre bruit, scrutait anxieusement la route depuis la fenêtre de la cuisine, et Luc la surprenait parfois figée. L'oreille tendue, comme si elle guettait des pas qui n'arrivèrent jamais. Cette atmosphère d'attente inquiète pesait sur la maison comme un orage qui tarde à éclater. Un soir, alors qu'ils dînaient en silence face à leur assiette de soupe aux légumes, Élise posa soudain sa cuillère et leva les yeux vers Luc. « Je dois vous dire la vérité », déclara-t-elle d'une voix déterminée malgré le tremblement qui l'agitait. « Vous avez le droit de savoir dans quoi vous vous êtes engagé en me secourant. » Luc reposa lui aussi ses couverts, sentant que le moment qu'il attendait depuis des jours était enfin arrivé. « Je vous écoute », dit-il simplement, sans chercher à la presser. Dehors,
Le vent d'automne faisait grincer les volets mal fixés, ponctuant d'un rythme irrégulier le silence qui précédait les confidences. « Mon vrai nom n'est pas Élise », commença-t-elle, en détournant le regard vers la flamme de la bougie qui éclairait faiblement la table. « Je m'appelle Katarina Volkov. Je suis née en République tchèque, mais j'ai vécu en France depuis mes 18 ans. » Elle marqua une pause, comme si prononcer son véritable nom lui coûtait un effort considérable. « Il y a 3 ans, j'ai rencontré un homme, Dimitri Petrov, un homme d'affaires important, influent, qui semblait tout avoir, l'argent, le pouvoir, le charme. » Sa voix se durcit imperceptiblement. Au début, c'était merveilleux. Il m'a fait découvrir un monde de luxe que je n'avais jamais connu. Restaurants étoilés, voyages, bijoux, j'y étais ébloui, naïve sans doute. Luc écoutait sans l'interrompre, devinant que chaque mot lui coûtait. Il comprenait maintenant l'origine de ses manières raffinées, de sa connaissance des bonnes choses, de cette élégance naturelle qui ne disparaissait jamais complètement malgré les vêtements simples qu'elle portait. Peu à peu, Dimitri a commencé à changer. Il voulait contrôler chaque aspect de ma vie. Mes sorties, mes amis, mes vêtements, même mes conversations téléphoniques. Katarina, car Luc se surprenait déjà à penser à elle sous ce nom, serra les poings sur la nappe à carreaux. Il m'a isolé de ma famille, de mes amis. Il disait que était par amour, par protection, que le monde extérieur était dangereux pour quelqu'un comme moi. Quand j'ai voulu partir la première fois, il m'a convaincu de rester en me promettant de changer. Puis il a recommencé. Les crises de colère, les accusations, les menaces déguisées en déclarations d'amour. Sa voix se brisa légèrement. J'ai perdu confiance en moi, en mon jugement. Je ne savais plus qui j'y étais vraiment. Luc sentit une colère sourde monter en lui contre cet homme qu'il ne connaissait pas mais qu'il détestait déjà. « Comment avez-vous réussi à vous échapper ?» demanda-t-il doucement. « Il y a 2 mois, j'ai découvert qu'il avait des activités douteuses, des documents dans son bureau, des conversations téléphoniques surprises par hasard. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais disons que ces affaires haines étaient pas toutes légales. » Ah, elle frissonna malgré la chaleur du poêle qui ronronnait dans un coin de la cuisine. J'ai voulu rassembler des preuves pour le dénoncer, mais il s'en est aperçu. Une nuit, il m'a confronté avec une violence que je ne lui connaissais pas. Il m'a accusé de vouloir le trahir, de préparer quelque chose contre lui. Inconsciemment, elle porta la main à son cou, où Luc distingua maintenant une marque pâle qu'il avait prise pour une égratignure. J'ai réussi à m'enfuir pendant qu'il était en voyage d'affaires, j'ai pris quelques vêtements, un peu d'argent liquide, et je suis parti sans destination précise. Mais il a des relations partout, des moyens considérables pour me retrouver. Elle regarda Luc droit dans les yeux pour la première fois depuis le début de son récit. C'est pourquoi cette lettre m'a terrifié. Il sait que je suis ici. Luc assimila ces informations en silence. Tout prenait sens maintenant. Les cauchemars, les sursauts, cette façon qu'elle avait de regarder constamment par-dessus son épaule. « Pourquoi ne pas aller voir la police ?» suggéra-t-il. Katarina eut un rire amer. « Dimitri a des amis bien placés, des gens qui lui doivent des faveurs. Et puis, officiellement, je ne suis qu'une femme qui a quitté son compagnon. Il n'y a pas eu de violence physique grave, pas de preuves tangibles. Qui croirait ma parole contre la sienne ? Moi, je vous crois, déclara Luc avec une simplicité qui fit monter les larmes aux yeux de Katarina. Et vous n'êtes plus seul maintenant. Nous trouverons une solution ensemble. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée, Katarina dormit paisiblement, comme si le fait d'avoir partagé son secret avait allégé le poids qu'elle portait. Luc, en revanche, resta éveillé longtemps, réfléchissant à la situation. Il était un homme simple, sans moyens particuliers, face à un adversaire apparemment puissant et sans scrupules. Mais il avait quelque chose que Dimitri Petrov n'aurait jamais, la détermination tranquille de celui qui protège ce qu'il a de plus cher. Le lendemain matin, Katarina descendit avec un visage apaisé que Luc ne lui avait jamais vu. « Merci », dit-elle simplement en lui servant son café. « Merci de ne pas m'avoir jugé, de ne pas avoir eu peur. » Luc sourit. « Vous savez,
J'ai passé tellement d'années seul que j'avais oublié à quel point il était important d'avoir quelqu'un à protéger. » Ils passèrent cette journée à élaborer des plans, changer l'itinéraire habituel de Luc, varier les heures de sortie, installer de meilleurs verrous. Katharina proposa de teindre ses cheveux, de modifier son apparence. « Nous allons gagner du temps, » dit Luc. « Et avec le temps, nous trouverons une solution définitive. » Mais ni l'un ni l'autre ne savaient qu'à quelques kilomètres de là, dans un hôtel de Bourges, un homme élégant en costume sombre montrait déjà la photo de Katharina à tous les commerçants de la région. 3 jours écoulèrent dans une tranquillité trompeuse. Katharina avait teinté ses cheveux d'un châtain plus foncé, presque brun, ce qui changeait considérablement son apparence. Elle portait également des lunettes de lecture qu'elle avait trouvées dans les affaires de la mère de Luc. Et cette simple modification lui donnait un air studieux qui la rendait presque méconnaissable. Ils avaient établi de nouvelles routines, sorties à des heures différentes, passage par des chemins détournés, signaux convenus en cas de danger. Cette complicité nouvelle les rapprochait chaque jour davantage. Le soir, assis près du feu, ils parlaient de tout et de rien, de la beauté des couchers de soleil sur les champs de blé, des souvenirs d'enfance de Katharina en République tchèque, des rêves modestes de Luc qui n'avait jamais osé formuler. Une intimité douce et respectueuse s'installait entre eux, faite de regards complices et de silences apaisants. « Vous savez, » dit Katharina un matin en l'aidant à nourrir les poules. « C'est la première fois depuis des années que je me sens vraiment en sécurité. » Elle lança une poignée de grains aux volailles qui se précipitèrent en caquetant. Avec Dimitri, même dans nos plus beaux moments, j'avais toujours peur de dire ou de faire quelque chose qui déclencherait sa colère. Luc s'arrêta dans ses gestes pour la regarder. Le soleil matinal éclairait son profil délicat et il ressentit cette émotion troublante qui le prenait de plus en plus souvent en sa présence. « Vous méritez bien mieux que la peur, » dit-il simplement. « Vous méritez la paix, le bonheur, la liberté de choisir votre vie. » Ces mots touchèrent Katharina plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Cet homme simple, sans artifice, lui offrait exactement ce que tous les diamants de Dimitri n'avaient jamais pu lui donner, le respect de ce qu'elle était vraiment. Elle posa impulsivement sa main sur le bras de Luc. « Merci », murmura-t-elle, « pour tout. » Leur moment d'intimité fut brutalement interrompu par le bruit d'un moteur qui remontait le chemin de terre menant à la propriété. Ce N n'était pas le facteur, dont ils connaissèrent le ronronnement familier de la petite camionnette jaune. Ce véhicule-là avait le grondement puissant d'une voiture de luxe. Katharina blêmit instantanément. « Rentrez !» ordonna Luc à voix basse. « Vite, par la porte de derrière. Montez dans votre chambre et ne sortez sous aucun prétexte. » Elle obéit sans discuter, reconnaissante de cette autorité protectrice qu'elle n'avait jamais connue avec Dimitri. Luc attendit qu'elle soit hors de vue, puis s'avança tranquillement vers le portail pour accueillir le visiteur. L'homme qui sortit de la BMW noire était exactement tel que Luc se l'était imaginé d'après les descriptions de Katharina. Grand, élégant, la cinquantaine distinguée, il portait un costume impeccable qui dénotait dans cet environnement rural. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés, et ses yeux gris scrutaient les alentours avec l'attention d'un prédateur qui évalue son territoire. « Bonjour », dit l'homme avec un sourire commercial parfaitement calibré. « Je suis Dimitri Petrov. Je cherche une jeune femme qui a disparu récemment. Une personne, fragile, qui a besoin d'aide médicale. » Il sortit une photo de sa poche intérieure. Elle s'appelle Katharina. Peut-être l'avez-vous vue? Luc regarda la photo sans broncher. C était bien Katharina, mais sur ce cliché, elle arborait une tenue élégante, des bijoux coûteux et surtout un sourire qui semblait figé, artificiel. Ses yeux, même sur cette image, exprimaient une tristesse que Luc reconnaissait maintenant parfaitement. « Non », répondit-il calmement. « Je ne vois personne de ce genre dans le coin. Vous devriez peut-être vous adresser à la gendarmerie de Saint-Florent. » Le sourire de Dimitri se durcit imperceptiblement. « J'en viens, figurez-vous. Ils m'ont dit que vous étiez quelqu'un de discret, qui ne pose pas de questions. » Il fit quelques pas vers la maison, examinant les fenêtres, les détails de la propriété. C'est exactement le genre d'endroit où une femme perturbée pourrait chercher refuge. «
Monsieur, dit Luc en se plaçant ostensiblement entre l'intrus et sa maison, je vis seul ici depuis 10 ans. Si une femme se cachait chez moi, croyez-vous que les voisins ne l'auraient pas remarqué? Dans un village comme Saint-Florent, tout se sait. Dimitri, elle, étudia avec attention, jaugeant sa sincérité. Bien sûr, finit-il par concéder. Mais vous comprenez mon inquiétude. Katharina est très importante pour moi. Et dans son état mental actuel, elle pourrait commettre des actes désespérés. Il laissa planer cette menace voilée quelques secondes avant de reprendre. Si jamais vous la voyez, voici ma carte. Il y aurait une récompense substantielle pour toute information. Il tendit un élégant Bristol gravé que Luc prit sans enthousiasme. J'y penserai, dit-il laconiquement. Dimitri remonta dans sa voiture, mais avant de démarrer, il baissa sa vitre. Au fait, Monsieur Moreau, car je connais votre nom maintenant. J'espère que vous comprenez qu'aider quelqu'un à fuir ses responsabilités peut avoir des conséquences fâcheuses, pour tout le monde. La menace était claire, et Luc ne broncha pas. Il regarda la BMW S éloignée dans un nuage de poussière, puis rentra chez lui d'un pas mesuré. Katharina l'attendait dans la cuisine, le visage décomposé. « C'était lui, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle inutilement. Luc hocha la tête. « Il est parti, mais il reviendra. Et maintenant, il sait où chercher. Nous devons fuir, dit Katharina d'une voix paniquée. Je ne peux pas vous mettre en danger davantage. Il est capable de tout. Luc, vous ne le connaissez pas comme moi. Mais Luc secoua la tête avec détermination. Non, c'est ici que nous sommes forts. C'est mon territoire, mes voisins, mes repères. Si nous partons, nous serons vulnérables. Cette nuit-là, ils ne dormirent ni l'un ni l'autre. Luc avait installé une chaise près de la fenêtre de sa chambre, d'où il pouvait surveiller l'accès à la propriété. Katharina, réfugiée dans la chambre d'amis, sursautait au moindre craquement de la vieille maison. Vers 3 heures du matin, ils entendirent le bruit d'un moteur qui ralentissait près du portail, puis repartait. Quelqu'un les surveillait. Au petit matin, Luc prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Il décrocha le téléphone et composa le numéro de son neveu Julien, qui travaillait dans un journal régional à Orléans. « J'ai besoin de ton aide, » dit-il simplement. « Et de celle d'un de tes amis journalistes. Il est temps que la vérité éclate au grand jour. » Julien Moreau arriva le lendemain en fin d'après-midi, accompagné de Marie Delacroix, une journaliste d'investigation de 35 ans aux yeux perçants et à l'attitude déterminée. Luc n'avait pas vu son neveu depuis 2 ans, mais les circonstances exceptionnelles avaient effacé toute gêne entre eux. Julien, grand jeune homme aux cheveux bouclés qui tenait de la famille Moreau, serra son oncle dans ses bras avec une affection sincère. « Oncle Luc, » dit-il en regardant autour de lui, « quand tu m'as appelé ce matin, j'ai d'abord cru à une plaisanterie. Toi, mêlé à une affaire de violence conjugale et de corruption. » Il secoua la tête avec un sourire incrédule. Mais Marie, ici présente, a fait quelques recherches rapides sur ce Dimitri Petrov, et ce qu'elle a trouvé est plutôt troublant. Marie Delacroix prit la parole, sortant un carnet de notes de son sac à bandoulière. Dimitri Petrov, 52 ans, officiellement promoteur immobilier spécialisé dans le luxe. Officieusement, ses affaires touchent à des secteurs beaucoup moins reluisants. Blanchiment d'argent présumé, pression sur des élus locaux et au moins 3 plaintes pour violences conjugales qui ont mystérieusement été retirées. Katharina, qui les écoutait depuis le seuil de la cuisine, pâlit en entendant ces révélations. « 3 autres femmes » murmura-t-elle. « Il m'avait dit que j'y étais la première, que jamais il n'avait ressenti cela pour personne d'autre. » La douleur dans sa voix était perceptible, mélange de trahison et de culpabilité d'avoir cru à ses mensonges. « Et c'est malheureusement un schéma classique chez les pervers narcissiques, » expliqua Marie avec douceur. « Ils utilisent les mêmes méthodes, les mêmes mots, les mêmes promesses avec chaque victime. Vous n'étiez ni la première, ni probablement la dernière. » Elle s'approcha de Katharina. « Mais vous pourriez être celle qui l'arrête définitivement. » Ils s'installèrent tous les 4 autour de la table de la cuisine.
transformant cette maison paisible en quartier général d'une opération qui dépassait largement le cadre d'une simple fuite. Marie sortit un petit enregistreur numérique. « Katharina, j'ai besoin que vous me racontiez tout. Absolument tout. Les détails qui vous semblent insignifiants peuvent être cruciaux. » Pendant près de 2 heures, Katharina livra son témoignage. Elle parla des premières semaines idylliques, des cadeaux somptueux, des voyages dans des lieux paradisiaques. Puis elle décrivit la transformation progressive, les reproches déguisés en inquiétude, l'isolement savamment orchestré, les crises de jalousie qui la culpabilisaient alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Il avait installé des caméras dans l'appartement, révéla-t-elle, provoquant un silence stupéfait. Il prétendait que C était pour la sécurité. Mais je l'ai surpris plusieurs fois en train de regarder les enregistrements de mes journées quand il n'était pas là. Il vérifiait qui j'appelais, ce que je faisais, même comment je m'habillais quand j'y étais seul. Marie et Julien échangèrent un regard significatif. Cela constitue une violation de la vie privée et du domicile, nota la journaliste. Mais continuez, parlez-moi de ces affaires douteuses. Vous avez mentionné des documents. Katharina hésita, puis se lança. Un soir, il avait oublié de fermer son bureau. J'ai vu des dossiers avec des photos de terrain, des noms des élus municipaux, des sommes d'argent énormes. Il y avait aussi des relevés bancaires avec des comptes dans des paradis fiscaux. Elle fouilla dans sa mémoire. J'ai photographié quelques pages avec mon téléphone par instinct. Je les ai encore, cachées dans un compte de stockage en ligne. Cette révélation électrisa littéralement l'assistance. Marie se pencha vers elle. Vous rendez-vous compte de ce que cela représente? Avec ces documents et votre témoignage, nous pouvons non seulement vous protéger de Dimitri, mais également le neutraliser définitivement. Mais leur euphorie fut de courte durée. Un bruit de moteur dans la cour les interrompit brutalement. Luc se leva pour regarder par la fenêtre et reconnut immédiatement le véhicule. La BMW noire de Dimitri était de retour, mais cette fois-ci. Elle n'était pas seule. Une seconde voiture, une berline sombre aux vitres teintées, l'accompagnait. « Il a amené du renfort », murmura Luc. « Julien, Marie, vous devez partir par derrière, immédiatement. » Mais la journaliste secoua la tête avec détermination. « Non, c'est le moment ou jamais de l'affronter. J'ai mon enregistreur, mon appareil photo, et surtout, j'ai Katharina. » Il ne s'attendait pas à ça. Dimitri frappa à la porte avec une insistance qui n'avait plus rien de poli. « Monsieur Moreau, je sais qu'elle est là. Mes hommes ont surveillé votre maison toute la nuit. Nous avons vu les voitures supplémentaires. Il est temps d'arrêter cette comédie. » Luc ouvrit la porte, mais cette fois-ci, il n'était plus seul. Marie se tenait à ses côtés, son badge de presse bien visible, son enregistreur déjà en marche. « Bonjour, monsieur Petrov », dit-elle d'une voix ferme. « Marie Delacroix, journaliste au Républicain du Centre. J'aimerais vous poser quelques questions sur vos relations avec mademoiselle Volkov. » Le visage de Dimitri se décomposa une fraction de seconde avant de retrouver son masque habituel. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-il prudemment. « Et je ne vois pas en quoi mes affaires privées intéressent la presse. »« Vos affaires privées, peut-être pas, » répondit Marie avec un sourire glacial. Mais vos activités de blanchiment d'argent, vos pressions sur des élus et vos violences répétées envers plusieurs femmes, cela intéresse énormément mes lecteurs. » À ce moment-là, Katharina apparut dans l'encadrement de la porte. Elle avait retrouvé une dignité que Dimitri ne lui connaissait pas, une force nouvelle puisée dans le soutien de ceux qui l'entouraient. « Bonjour Dimitri », dit-elle d'une voix claire. « Ah, je crois qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation. Cette fois-ci, avec des témoins. » L'expression de Dimitri bascula définitivement dans la rage froide. « Tu as fait une grave erreur, Katharina, » siffla-t-il. « Une très grave erreur. Mais ces menaces n'avaient plus le même impact. Entourée de Luc, de Marie et de Julien, Katharina N était plus la femme isolée et terrorisée qu'il avait connue. Elle était redevenue elle-même. Et C était sa plus grande peur. La tension était palpable dans l'air frais d'automne. Dimitri regardait alternativement Katharina, Marie et son enregistreur,
calculant visiblement ses options. Ces deux hommes, restés près des voitures, attendaient un signal de leur patron. Mais l'arrivée inattendue des journalistes avait manifestement perturbé ses plans. « Très bien », finit-il par dire avec un sourire forcé. « Si vous voulez jouer à ce petit jeu, jouons-y. » Ah, il se tourna vers Marie. « Mademoiselle la journaliste, permettez-moi de vous éclairer sur la véritable nature de Katharina. Cette femme souffre de troubles psychologiques graves. Elle a déjà menti à la police, inventé des histoires de violence pour attirer l'attention. Demandez donc à vérifier ses antécédents médicaux. » Katharina sentit un frisson glacé la parcourir. Était exactement la tactique qu'elle redoutait. Retourner sa vulnérabilité contre elle, utiliser les séances de thérapie qu'elle avait suivies pour surmonter ses traumatismes comme preuve de sa prétendue instabilité. Mais cette fois-ci, Hélène n'était pas seule face à ces manipulations. « Monsieur Petrov !» intervint Marie d'une voix ferme. « J'ai effectivement vérifié les antécédents de mademoiselle Volkov. Les seuls troubles psychologiques qu'elle ait jamais eus sont ceux typiques des victimes de violences conjugales. Anxiété, dépression, syndrome de stress post-traumatique. Des troubles causés par des années de manipulation et de contrôle, exactement ce que décrivent les 3 autres femmes qui ont porté plainte contre vous. » Le masque de Dimitri commença à craquer. « Ces femmes sont des mythomanes, » déclara-t-il avec moins d'assurance qu'auparavant. « Elles cherchent à extorquer de l'argent, à salir ma réputation. » Mais Marie sortit alors son téléphone et montra l'écran à la petite assemblée. « Curieuse coïncidence, » dit-elle. « Pendant que nous parlions, mon collègue à Orléans vient de recevoir un appel. Une 4e femme s'est manifestée après notre article de ce matin sur votre recherche de Katharina. Elena Rodriguez. Elle aussi a vécu la même spirale, isolement, contrôle, menace, puis chantage quand elle a voulu partir. » Dimitri pâlit visiblement, mais sa colère explosa soudain. « Tu vas le regretter, Katharina !» cria-t-il en faisant un pas vers elle. « Tu crois que tes nouveaux amis vont pouvoir te protéger? Tu ne sais pas à qui tu as affaire ?» Mais avant qu'il puisse s'approcher davantage, Luc s'interposa avec une détermination tranquille qui impressionna tout le monde. « Ça suffit, » dit-il simplement. « Vous avez terrorisé cette femme assez longtemps. Maintenant, c'est fini. Et qui êtes-vous pour m'arrêter, paysan ?» cracha Dimitri avec mépris. « Oh, un cultivateur de navets qui joue les héros. Vous ne savez pas dans quoi vous vous mettez. » C'est à ce moment précis que Marie joua sa carte maîtresse. « Monsieur Petrov, j'ai une dernière question. Connaissez-vous un certain Vincent Dubois, maire de Vierzon ?» Le nom fit l'effet d'une bombe. Dimitri se figea complètement, ses yeux trahissant pour la première fois une véritable panique. « Car voyez-vous » continua Marie implacablement. Les documents que Katharina a photographiés mentionnent des versements de 50 000 € à M. Dubois pour l'obtention de permis de construire dans des zones normalement protégées. Et curieusement, M. Dubois vient d'être arrêté ce matin même par la police judiciaire dans une autre affaire de corruption. Il est en train de négocier sa coopération avec la justice. Devinez de qui il parle dans ses déclarations? La révélation porta le coup de grâce. Dimitri comprit instantanément que son empire de manipulation et de corruption s'effondrait. Les preuves s'accumulaient, les témoins se multipliaient, et maintenant, la presse s'emparait de l'affaire. Il regarda Katharina avec une haine pure, mais aussi avec quelque chose qui ressemblait à de la défaite. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il. Mais sa voix avait perdu toute conviction. Il fit signe à ses hommes, qui remontèrent dans leur voiture. Avant de partir, il se tourna une dernière fois vers Katharina. « Tu vas le regretter toute ta vie, » dit-il avec une amertume désespérée. « Non, Dimitri, » répondit Katharina avec une sérénité qui la surprit elle-même. « Pour la première fois depuis des années, je ne regrette rien du tout. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités judiciaires et médiatiques. L'article de Marie fit sensation, déclenchant une enquête approfondie sur les activités de Dimitri Petrov. Les 4 femmes qui l'accusaient unirent leurs forces pour porter plainte collectivement, créant un dossier impossible à ignorer. Dimitri fut arrêté, ses comptes bancaires gelés, ses biens saisis. Katharina dut témoigner plusieurs fois, expérience douloureuse mais libératrice. À chaque audition,
Elle sentait le poids de ces chaînes invisibles s'alléger. Luc l'accompagnait toujours, présence silencieuse et rassurante qui lui donnait la force de continuer. Un matin de décembre, alors que les premiers flocons de neige commençaient à tomber sur les champs endormis de Saint-Florent-sur-Cher, Katharina reçut un appel de l'avocat général. Dimitri Petrov venait d'être condamné à 8 ans de prison ferme pour violence, chantage, corruption et blanchiment d'argent. C'était fini. Vraiment fini. « Je suis libre », murmura-t-elle en raccrochant le téléphone. Luc, qui préparait le petit déjeuner dans la cuisine, se tourna vers elle avec ce sourire paisible qu'elle aimait tant. « Vous l'avez toujours été » dit-il simplement. « Il fallait juste que vous le réalisiez. » Ce printemps-là, ils plantèrent ensemble un nouveau champ de tournesol, plus grand que celui de l'année précédente. Katharina avait décidé de rester à Saint-Florent-sur-Cher, pas par peur du monde extérieur, mais par choix. Elle avait créé une petite entreprise de conseil en jardinage biologique, utilisant ses connaissances pour aider d'autres personnes à faire pousser leurs rêves. Le jour de l'été où les tournesols atteignirent leur pleine splendeur, Luc et Katharina se tenaient au milieu du champ doré, regardant ces fleurs magnifiques qui suivaient fidèlement la course du soleil. « Ma grand-mère avait raison », dit Katharina en prenant la main de Luc. « Les tournesols cherchent toujours la lumière, même après les jours les plus sombres. »« Et ils y arrivent toujours », répondit Luc en serrant doucement ses doigts. « Ensemble, ils y arrivent toujours. » Leur histoire d'amour n'avait rien de spectaculaire, mais elle avait quelque chose de plus précieux encore. L'authenticité d'un bonheur construit sur la confiance mutuelle, le respect et la certitude que, parfois, les plus belles renaissances naissent des terres les plus arides. Film da Historia, Castan. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Luc et Katharina vous a touché au cœur. Cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours des âmes généreuses prêtes à nous tendre la main. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant ici à votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et la beauté de l'âme humaine. Ne ratez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires pour partager vos impressions.